Jacques pleurait encore le départ de son ami, Paul lui essuyait les yeux avec son joli mouchoir et le regardait avec anxiété. Elfie était allée ranger la chambre de Moutier. Madame Blido mettait en ordre celle du général qui avait tout jeté de tous côtés. « A-t-on idée d'un sans-souci pareil ?» dit Madame Blido. « Il n'a rien rangé, jusqu'à sa cassette qu'il a laissée ouverte. Tous ses bijoux, ses décorations en pierreries, son service en vermeil. Les voilà à droite, à gauche, c'est incroyable. Et c'est moi qui vais avoir à répondre de tout cela. Quel drôle d'homme. Je parie qu'il ne sait pas seulement ce qu'il a. » Pendant qu'elle cherchait à rassembler les objets éparses, Jacques entra. « Jacques. Maman, voici Pierre Torchonnet, qui est en colère après moi, de ce que je ne l'ai pas averti que le général partait, ai-je eu tort, croyez-vous » Madame Blido. « Mais non, mon enfant, tu n'avais pas besoin d'avertir Torchonnet, pourquoi faire » Jacques. « Il dit que le général l'aurait emmené. » Madame Blido. « Emmené ? En voilà une idée. » Torchonnet entre dans la chambre. Torchonnet. « Oui, certainement, il m'aurait emmené, puisqu'il voulait me prendre pour fils, c'est le curé qui l'en a empêché. Et si j'étais venu à temps ce matin, je serais parti avec lui, le curé n'a aucun droit sur moi, il ne peut pas empêcher le général de me prendre. » Madame Blido. Torchonnet, ce que tu dis là est très mal. Monsieur le curé a bien voulu te prendre quand tu étais malheureux et abandonné, et il te garde par charité et pour ton bonheur. Torchonnet. Et moi je ne veux pas rester avec lui. J'ai bien entendu ce que le général disait et ce que le curé répondait, il m'a empêché d'être riche et d'être un monsieur, et moi je ne veux pas rester chez lui à travailler et à m'ennuyer. Je veux qu'on me mène au général. Madame Blido. Il me semble, mon garçon, que ta langue s'est bien déliée depuis hier, tu n'étais pas aussi bavard ni aussi volontaire quand tu étais chez ton maître. Torchonnet. Je n'ai plus de maître et je n'en veux plus. Je veux aller rejoindre le général. Madame Blido. Eh bien. Va le rejoindre, si tu peux, et laisse-nous tranquilles. Mon petit Jacques, viens m'aider à serrer tout cela. Torchonnet. Qu'est-ce que vous avez là ? Ce sont les affaires du général. S'il me prend pour fils, tout sera à moi. Pourquoi les avez-vous prises ? Je le dirai aux gendarmes, quand je les verrai. Madame Blido. Dis ce que tu voudras, mauvais garçon, mais va-t'en, laisse-nous faire notre ouvrage. Torchonnet, au lieu de s'en aller, entra plus avant dans la chambre, et, sans que Madame Blido et Jacques s'en aperçussent, il saisit une timbale et un couvert en vermeil et les mit sous sa blouse, dans la poche de son pantalon. Jacques aidait Madame Blido à remettre en place les pièces du nécessaire de voyage, ils y réussirent avec beaucoup de peine, mais 2 compartiments restaient vides. Jacques. Il manque quelque chose, maman, on dirait que c'est un verre et un couvert qui manquent, voyez la forme des places vides. Madame Blido. C'est vrai. Nous avons peut-être mal mis les autres pièces. Torchonnet s'esquiva pendant que Madame Blido et Jacques cherchaient à remplir les 2 vides du nécessaire. Madame Blido. Impossible mon ami, les 2 pièces manquent, c'est certain. Jacques. Je suis pourtant bien sûr que tout était plein quand le général nous a ouvert ce beau nécessaire. Madame Blido. Il les a peut-être emportés. Ce qui est certain, c'est que nous avons cherché partout, sans rien trouver. Est-ce que Torchonnet ? Jacques. Oh. Non, maman. Torchonnet est parti. Et puis, il ne ferait pas une vilaine chose comme ça. Jugez donc. Il serait voleur. Madame Blido. Mon bon Jaco, tu es un bon et honnête enfant, toi, mais ce pauvre garçon, qui a vécu entouré de mauvaises gens, ne doit pas être grand-chose de bon. Vois comme il est ingrat, tu l'as entendu nous menacer de gendarmes ? Et pourtant voici 3 ans et plus que tous les jours tu vas lui porter son dîner près du puits. Jacques. C'est vrai, maman, mais il ne pensait pas à ce qu'il disait, je crois qu'il nous aime et qu'il vous a de la reconnaissance pour l'avoir nourri depuis 3 ans. Madame Blido ne répondit qu'en embrassant Jacques, elle enferma les bijoux et les autres effets du général dans une armoire dont elle emporta la clé, et envoya Jacques et Paul à l'école où ils allaient tous les jours. Elfie se mit à travailler, elle était triste, et sa sœur fut assez longtemps avant de pouvoir la faire sourire. Vers le milieu du jour,
les voyageurs commencèrent à arriver, ce qui donna aux deux sœurs assez d'occupation pour les empêcher de penser aux absents. Quand Torchonnet rentra au presbytère, le curé lui demanda s'il avait été à l'école. Torchonnet. Non, je ne sais rien, et l'école m'ennuie. Le curé. C'est parce que tu ne sais rien que l'école t'ennuie. Quand tu sauras quelque chose, tu t'y amuseras. Torchonnet. C'est trop difficile. Le curé. Mon pauvre enfant, ce que tu faisais chez ton méchant maître était bien plus difficile, et tu l'as fait pourtant. Torchonnet. Parce que j'y étais forcé. Le curé. Il faudra bien que tu apprennes à lire, à écrire et à compter, sans quoi tu ne pourras te placer nulle part. Torchonnet. Je n'ai pas besoin de me placer. Le curé. Toi, plus qu'un autre, mon enfant, parce que tu n'as pas de parents pour te venir en aide. Torchonnet. Bah. Bah. Je sais ce que je sais. Le curé. Et que sais-tu, mon enfant, que je ne sache pas? Torchonnet. Oh. Vous le savez bien aussi, seulement vous faites semblant de ne pas savoir. Le curé. Je t'assure que je ne comprends pas où tu veux en venir. Torchonnet. J'en veux venir à vous dire que vous n'êtes pas mon maître, que le général voulait me donner tout son argent et me faire son fils, que c'est vous qui l'en avez empêché, et que je veux, moi, être riche et devenir un beau monsieur. Le bon curé, stupéfait de la hardiesse et des reproches de ce garçon qui, 3 jours auparavant, tremblait devant tout le monde, resta muet, le regardant avec surprise. Torchonnet. Vous faites semblant de ne pas comprendre. Vous croyez que je n'ai pas entendu ce que vous a dit le général et comment vous avez refusé de me donner, comme si j'étais à vous. Le général m'aime, et il me prendra à son retour, et vous verrez alors ce que je ferai. Pauvre, pauvre enfant, dit le curé les larmes dans les yeux et la voix tremblante d'émotion. Pauvre petit. Tu fais le mal sans le savoir, personne ne t'a appris ce qui est mal et ce qui est bien. Tu crois, mon enfant, que le général t'aurait emmené? Que c'est moi qui l'en ai empêché? Je sais que je n'ai pas le droit de te retenir malgré toi, que tu peux t'en aller tout de suite si tu le veux. Mais où iras-tu? Que feras-tu? Qui te nourrira et te logera? Ce que je fais pour toi, je le fais par charité, pour l'amour de Dieu, pour te venir en aide, à toi, pauvre petite créature du bon Dieu. Le général a eu l'idée de te prendre, elle lui a passé de suite, il en a ri lui-même. Torchonnet. Comment le savez-vous, puisqu'il n'est pas revenu vous voir? Le curé. Il m'a envoyé Moutier pour me le faire savoir. Je te pardonne ce que tu viens de dire, mon ami, et je ne t'en offre pas moins un asile chez moi tant que tu ne trouveras pas mieux. Mettons-nous à table et dînons sans songer à ce qui s'est passé entre nous. Le bon curé passa dans la salle où l'attendait son dîner et sa servante, Torchonnet, un peu honteux, demi-repentant et indécis, se mit à table et mangea comme s'il n'avait rien qui le troublât. Il n'en fut pas de même du curé, qui était triste et qui réfléchissait sur les moyens de ramener Torchonnet à de meilleurs sentiments. Il résolut de redoubler de bonté à son égard et de n'exiger de lui que de s'abstenir de mal faire. Pendant que Torchonnet volait, injuriait ses bienfaiteurs, pendant que Jacques le défendait et gagnait à l'école des bons points et des éloges, pendant qu'Elfie comptait les heures et les jours qui la séparaient de son futur mari, pendant que Madame Blido veillait à tout, surveillait tout et pensait au bien-être de tous. Le général marchait d'un pas résolu vers Domfront, escorté de Moutier qui le regardait du coin de l'œil avec quelque inquiétude. Pendant la première demi-lieue, le général avait été leste et même trop en train, à mesure qu'il avançait, son pas se ralentissait, s'alourdissait, il suait, il s'éventait avec son mouchoir, il soufflait comme les chevaux fatigués. Moutier lui proposa de se reposer un instant sur un petit tertre au pied d'un arbre, le général refusa et commença à s'agiter. Le général. Il fait diantrement chaud, Moutier, depuis Sébastopol, je n'aime pas la grande chaleur, en avons-nous eu là-bas? Quelle cuisson! Et pas un abri. J'ai envie d'ôter ma redingote, c'est si chaud ces gros draps. Moutier. Donnez-la-moi, que je la porte, mon général, elle vous chargerait trop. Le général. Du tout, mon cher, laissez donc. À la guerre comme à la guerre. Le général fit quelques pas. Le général. Saprelotte.
Qu'il fait chaud. Moutier. Donnez, mon général, cela vous écrase. Le général. Et vous donc, parbleu? Si c'est lourd pour moi, ce l'est aussi pour vous. Moutier. Moi, mon général, je n'ai pas passé par tous les grades pour arriver au vôtre, et je puis porter votre redingote sans fatigue aucune. Le général. Ce qui veut dire que je suis une vieille carcasse bonne à rien, tandis que vous, jeune, beau, vigoureux, tout vous est possible. Moutier. Ce n'est pas ce que je veux dire, mon général, mais je pense à ce qu'il m'a fallu endurer de fatigue, de souffrance, de privation de toutes sortes pour arriver au grade de sergent, et je m'incline avec respect devant votre grade de général que vous avez conquis à la pointe de votre sabre. Le général parut content, sourit, passa la redingote à Moutier et lui serra la main. Merci, mon ami, vous savez flatter doucement, agréablement, et sans vous aplatir, parce que vous êtes bon. Elfie sera heureuse. Elle a de la chance d'être tombée sur un mari comme vous. Sapristi. Que la route est longue. Le pauvre gros général traînait la jambe, il n'en pouvait plus. Il regardait du coin de l'œil la droite et la gauche de la route, pour découvrir un endroit commode pour se reposer, il en aperçut un qui remplissait toutes les conditions voulues, un léger monticule au pied d'un arbre touffu, pas de pierre, de la mousse et de l'herbe. Moutier voyait bien la manœuvre du général qui tournait, s'arrêtait, soupirait, boitait, mais qui n'osait pas avouer son extrême fatigue. Enfin, voyant que Moutier ne disait mot et n'avait l'air de s'apercevoir de rien, il s'arrêta. « Mon bon Moutier, dit-il, vous êtes en âge, ma redingote vous assomme, asseyons-nous ici, c'est un bon petit endroit, fait exprès pour vous redonner des forces. » Moutier. Je vous assure, mon général, que je ne suis pas fatigué et que j'irai du même pas jusqu'à la fin du jour. Le général. Non, Moutier, non, je vois que vous avez chaud, que vous êtes fatigué. Moutier. Pour vous prouver que je ne le suis pas, mon général, je vais accélérer le pas. Et Moutier, riant sous cape, prit le trot gymnastique des chasseurs d'Afrique. Le pauvre général, qui se sentait à bout de force, se mit à crier, à appeler. Moutier. Arrêtez. Comment, diantre, voulez-vous que je vous suive? Puisque je vous dis que je suis rendu, que je ne peux plus avancer un pied devant l'autre. Voulez-vous bien revenir? Diable d'homme! Il fait exprès de ne pas entendre. Moutier se retourna enfin, revint au pas de course vers le général et le trouva assis au pied de cet arbre, sur ce tertre que Moutier refusait. Comment, mon général, vous voilà resté? Je croyais que vous me suiviez. Le général, avec humeur. Comment voulez-vous que je suive un diable d'homme qui marche comme un cerf? Est-ce que j'ai les allures d'un cerf, moi? Suis-je taillé comme un cerf? Est-ce qu'un homme de mon âge, de ma corpulence, blessé, malade, peut courir pendant des lieues sans seulement souffler ni se reposer? Moutier. Mais c'est tout juste ce que je vous disais, mon général, vous n'avez pas voulu me croire. Le général. Vous me le disiez comme pour me narguer, en vous redressant de toute votre hauteur et prêt à faire des gambades, pour faire voir à Elfie votre belle taille élancée, votre tournure leste, et pour faire la comparaison avec mon gros ventre, ma taille épaisse, mes lourdes jambes. On a son amour-propre, comme je vous l'ai dit jadis, et on ne veut pas, devant une jeune fille et une jeune femme, passer pour un infirme, un podagre, un vieillard décrépit. Moutier. Je vous assure, mon général. Le général. Je vous dis que ce n'est pas vrai, que c'est comme ça. Moutier. Mais, mon général, le général. Il n'y a pas de mais, vous croyez que je n'ai pas vu votre malice de vous mettre à courir comme un dératé pour me narguer. Vous vous disiez, tu t'assoiras, mon bonhomme, tu te reposeras, mon vieux. Je cours, toi tu t'arrêtes, je gambade, toi tu tombes. Vive les jeunes. À bas les vieux. Voilà ce que vous pensiez, monsieur, et votre bouche souriante en dit plus que votre langue. Moutier. Je suis bien fâché, mon général, que ma bouche. Le général. Fâché? Par exemple? Vous êtes enchanté, vous riez sous cape, vous voudriez me voir tirer la langue et traîner la jambe, et que je restasse en chemin, pour dire, voilà pour punir l'orgueil de ce vieux tamis criblé de balles et de coups de baïonnette. Car j'en ai eu des blessures, personne n'en a eu comme moi. Oui, monsieur,
Quoi que vous en disiez, quand vous m'avez ramassé à Malakoff, au moment où j'allais sauter une seconde fois, j'avais plus de 50 blessures sur le corps, et sans vous, monsieur, je ne m'en serais jamais tiré, c'est vous qui m'avez sauvé la vie, je le répète et je le redirai jusqu'à la fin de mes jours. Et vous avez beau me lancer des regards furieux, ce qui est fort inconvenant de la part d'un sergent à un général, vous ne me ferez pas taire, et je crierai sur les toits, c'est Moutier, le brave sergent des Zouaves, qui m'a sauvé au risque de périr avec moi et pour moi, et je ne l'oublierai jamais, et je l'aime, et je ferai tout ce qu'il voudra, et il fera de moi ce qu'il voudra. Le général, ému de sa colère passée et de son attendrissement présent, tendit la main à Moutier et voulut se relever, mais il retomba. Moutier s'assit près de lui. Reposons-nous encore, mon général, je ne fais qu'arriver, moi aussi j'ai une blessure qui me gêne pour marcher, et je serais bien aise de, vrai, dit le général avec une satisfaction évidente, vous avez vraiment besoin de vous reposer. Moutier. Très vrai, mon général. Ce que vous avez pris pour de la malice était de la bravade, de l'entrain de zouave. Ah, qu'il fait bon se reposer au frais, continua-t-il, en s'étendant sur l'herbe comme s'il se sentait réellement fatigué. Le général, enchanté, se laissa aller et s'appuya franchement contre l'arbre, il ferma les yeux et ne tarda pas à s'endormir. Quand Moutier l'entendit légèrement ronfler, il se releva lestement et partit au trot, laissant près du général un papier sur lequel il avait écrit « Attendez-moi, mon général, je serai bientôt de retour ». Le général dormait, Moutier courait, il paraît que sa blessure ne le gênait guère, car il courut sans s'arrêter jusqu'à Domfront. Il demanda au premier individu qu'il rencontra où il pourrait trouver une voiture à louer, on lui indiqua un aubergiste qui louait de tout. Il y alla, fit marcher pour une carriole, un cheval et un conducteur, fit atteler de suite, monta dedans et fit prendre au grand trot la route de Loumigny. Il ne tarda pas à arriver au tertre et à l'arbre où il avait laissé le général, personne. Le général avait disparu, laissant sa redingote que Moutier avait déposée par terre près de lui. Le pauvre Moutier eut un instant de terreur. Le cocher, voyant l'altération de cette belle figure si franche, si ouverte, si gaie, devenue sombre, inquiète, presque terrifiée, lui demanda ce qui causait son inquiétude. Moutier. J'avais laissé là ce bon général, éreinté et endormi. Je ne retrouve que sa redingote. Qu'est-il devenu? Le cocher. Il s'en est peut-être retourné, ne vous voyant pas venir. Moutier. Tiens, c'est une idée. Merci, mon ami, continuons alors jusqu'à Loumigny. Ils ne tardèrent pas à arriver à l'Ange Gardien. Moutier sauta à bas de la carriole, entra précipitamment et se trouva en face du général en manche de chemise, son gros ventre se déployant dans toute son ampleur, la face rouge comme s'il allait éclater, la bouche béante, les yeux égarés par la surprise. Le général fut le premier à le reconnaître. Que veut dire cette farce, monsieur? Suis-je un Polichinelle, un Jocrisse, un Pierrot, pour que vous vous permettiez un tour pareil? Me planter là au pied d'un arbre? Me perdre comme le petit Pousset, profiter d'un sommeil que vous avez perfidement provoqué, en feignant vous-même de dormir? Qu'est-ce, monsieur? Dites. Parlez. Moutier. Mon général. Le général. Pas de vos paroles mielleuses, monsieur. Expliquez-vous. Dites. Moutier, vivement. Et comment voulez-vous que je m'explique, mon général, quand vous ne me laissez pas dire un mot? Le général. Parlez, monsieur l'impatient, le colère, l'écervelé, parlez. Nous vous écoutons. Moutier. Je vous dirai en 2 mots, mon général, que, vous voyant éreinté, n'en pouvant plus, j'ai profité de votre sommeil. Le général. Pour vous sauver, parbleu, je le sais bien. Moutier. Mais non, mon général, pour courir au pas de charge jusqu'à Domfront, vous cherchez une voiture que j'ai trouvée, que j'ai amenée au grand trot du cheval, et qui est ici à la porte, prête à vous emmener, puisqu'il faut que nous partions. Et à présent, mon général, que je me suis expliqué, je dois dire 2 mots à Elfie, qui rit dans son petit coin. Et, allant à Elfie, il lui parla bas et lui raconta quelque chose de plaisant sans doute, car Elfie riait et Moutier souriait. Il faut dire que l'entrée du général en manche de chemise, descendant péniblement de dessus un âne à la porte de l'Ange Gardien, avait excité la gaieté d'Elfie et de sa sœur, et qu'elle était encore sous cette impression. Le général ne bougeait pas,
il restait au milieu de la salle, les bras croisés, les jambes écartées, ses veines se dégonflaient, la rougeur violacée de son visage faisait place au rouge sans mélange, ses sourcils se détendaient, son front se déridait. Le général. Mon brave Moutier, mon ami, pardonne-moi, je n'ai pas le sens commun. Partons vite dans votre carriole. Bonne idée, ma foi. Excellente idée. Et le général dit adieu aux deux sœurs, serra les mains de Moutier, qui pardonnait de bon cœur et venait en aide au général pour passer sa redingote et le hisser dans la carriole, où il prit place près de lui. La route ne fut pas longue. Ils arrivèrent à Domfront, trop tard pour prendre la correspondance, le général loua une voiture, qui heureusement, était attelée d'un excellent cheval, et ils arrivèrent à temps pour le départ du chemin de fer de 4 heures.